Bonjour, je suis heureuse d'accueillir aujourd'hui Ken Bougoul. Bienvenue. Merci beaucoup, vraiment. C'est un plaisir de m'entretenir avec toi dans cette émission 30 minutes avec. Donc, nous sommes aujourd'hui à Toubab Dialaw, en marge du festival Cinefem Fest qui vient de se terminer. Et on a l'atelier d'écriture Intersection qui commence demain et dont vous êtes la marraine. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que cela vous a inspiré cette semaine à regarder des films au Cinefem Fest? Qu'est-ce que cela vous a inspiré? Et avec l'atelier qui commence. Oui, merci beaucoup d'abord. Merci de m'avoir invité à ce prestigieux festival du cinéma de femmes, Cinefem Festival, ici à Toubab Dialaw. Je suis vraiment honorée et en plus, je suis vraiment en 3-4 jours avec tous les films qui ont été visionnés auxquels j'ai assisté. J'ai assisté, je peux dire, à 99,7% des films. J'étais d'abord surprise, je ne me rendais pas compte de la quantité de femmes cinéastes au Sénégal. Et, parce qu'il y avait aussi des films de femmes du Mali, du Niger, d'Éthiopie. Mais du Sénégal, je ne me rendais pas compte qu'il y avait autant de femmes cinéastes d'abord. Ensuite, autant de jeunes femmes cinéastes et autant de jeunes femmes cinéastes qui ont du talent et qui ont pu faire des films soutenus par des femmes, pour la plupart des femmes productrices de films, des femmes sénégalaises, avec les moyens du bord, parce que le financement, malheureusement, est un problème ici au Sénégal, le financement du cinéma, surtout le cinéma féminin, dont j'ai l'impression que les autorités ne prennent pas conscience de l'importance du nombre de femmes qui fait du cinéma dans ce pays. Donc, impressionné par ces jeunes femmes engagées, dynamiques, des femmes vraiment avec du talent, et puis la qualité des films, parce que ce n'est pas des films comme ça, c'est vraiment une qualité cinématographique et j'ai vraiment été impressionnée. J'en suis encore restée vraiment béate d'admiration. Lequel des films que tu as regardé t'a le plus marqué? Oh là là! On en a tellement vu, n'est-ce pas? Oh, on en a tellement vu et ils m'ont, disons, tous touché. Oh là là, bon, oh mon Dieu. Si je commence par les derniers films, les dernières projections, j'ai été très touchée par les films de Mamouri Choubou, dont j'ai beaucoup entendu parler, mais je n'avais jamais eu l'honneur et le plaisir de la rencontrer. Je l'imaginais une femme énorme, géante, qui allait me tomber dessus, et je vois une jeune femme menue, discrète, distinguée, frêle, mais en même temps dans sous son aspect comme ça, de fragilité, etc., elle dégage. Elle a une personnalité très très forte. En plus, elle a une manière au niveau des images, qui illustre un film qui a un objectif. Donc, maintenant, la démarche, qu'est-ce qu'elle cherche en faisant tel film? C'est toujours des démarches liées à des quêtes. C'est comme si c'est quelqu'un qui est en quête de quelque chose. Mais cette quête n'est pas seulement une quête individuelle, elle nous entraîne dans ces films, comme si les films était fait pour nous. Tout d'un coup, on se sent entraîné dans ce film et comme si nous-mêmes, on regarde le film comme dans une démarche personnelle pour des décors ou des lieux qu'on ne s'imaginait même pas parce qu'on vient de découvrir. Et ça, j'ai trouvé ça, c'est tellement subtil et c'est tellement fin de faire un film
qui peut être intimiste, mais en même temps qui t'entraîne toi-même, tu te sens impliqué, tu te sens dans le film. J'ai beaucoup apprécié cette jeune femme. J'ai apprécié aussi les films de cette jeune, je crois que c'est les... ah oui, la jeune guinéenne aussi, et la jeune... il y avait ces maliennes ou gambiennes sur les violences conjugales. C'est une gambienne. C'est une guinéenne. Ah, c'est une... C'est obscur. Oui, ça c'est Guinée. C'est Guinée, oui. Ah, c'est Guinée. Et la gambienne? On n'a pas pu le mettre, c'était Syrah. Ah, ça, on n'a pas. Donc, c'est la guinéenne. Donc, on voit quand même des jeunes cinéastes qui font des films qui ne sont pas très longs. Des films courts, mais concentrés, denses, où le message part. Peut-être que c'est le fait que le film soit court, le message vient avec beaucoup plus de force, qu'on en reste... il nous faut du temps pour reprendre les esprits et nous rendre compte de la force du propos dans ces films. Et je trouve que ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut reconnaître chez ces jeunes talents. Avec peu de moyens, en quelques minutes, elles peuvent faire passer un message très, 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 très puissant et nous amène à réfléchir, aussi à prendre conscience, etc. Donc, on voit qu'à travers tous ces films de toutes ces femmes, une nouvelle... de nouveaux narratifs, parce qu'il y a toujours des narratifs, mais des nouveaux narratifs adaptés à un monde où il faut aller à l'essentiel, sans passer par des fioritures, des ceci, cela, et que le message est porté tout de suite, on le perçoit vraiment comme un uppercut. Oui, je sais que j'ai été vraiment... j'en ai reçu des uppercuts avec le talent de ces jeunes femmes. Merci beaucoup, Ken. Et si tu devais nous dire... du cinéma à la littérature, parce qu'on a vu hier Ken Bougoul, personne n'en veut, le film de Sylvia Bozer. Et tu citais Djibril Diop Mambéty à propos des petites personnes. Est-ce que tu peux nous dire l'influence que le cinéma et ses cinéastes ont eue sur toi? Oui, je sais que je les ai beaucoup fréquentés tous, parce qu'à un moment, nous avons tous habité, bon, enfin pas tous, pour la plupart, nous avions habité dans une maison, tous ensemble, en communauté, parce qu'il y avait Cheikh Ngaïdoba, qui devait faire un film, je crois que c'était dans les années 79-80, sur la rencontre entre Cheikh Ibra Fall et Cheikh Ahmadou Bamba. Donc, une grande maison avait été louée à Ouagouniaï, où habitaient les comédiens comme Seydou Bari, le père à son âme qui est décédé, qui devait jouer le rôle de Serigne Touba. Un jeune homme qui s'appelait Lamine, on l'appelait Jimmy Canada, Lamine Canada, qui devait jouer le rôle de Cheikh Ibra Fall, il en avait la taille et tout, qui habitait dans la maison. Et il y avait les Moussa Touré, qui étaient dans la réalisation comme assistants, il y avait les Ousmane William Mbaye, bon, les autres cinéastes venaient, les Ben Djogaïbe, qui avaient déjà fait des films, venaient. Djibril passait moins, mais il passait, mais pas beaucoup, mais il y avait les musiciens, il y avait Oasis qui passait, il y avait aussi des preneurs de son, donc c'était vraiment... Mais tous les jours, un cinéaste, un futur grand cinéaste passait, etc. Donc là, j'ai pris conscience de ce que c'était faire un film. Quand on voit un film, on ne s'imagine pas que c'est toute une mobilisation d'énergie, les lumières, les comédiens, les costumes. J'avais même été employée pour faire les costumes. Et j'avais même trouvé, il y avait même un petit rôle auprès d'une Linguère qui était la sœur de Samba Félix Ndiaye. Oui, la sœur de Samba Félix Ndiaye jouait la femme Linguère dans la famille de Cheikh Ibra Fall, une femme remarquable. Samba Félix Ndiaye aussi venait beaucoup. Donc c'est la première fois que je m'étais rendu compte que faire du cinéma, c'est toute une mobilisation d'énergie et de ressources, bien sûr.
Alors que quand j'ai commencé à fréquenter Djibril Diop Mambéty, en fait, je ne le fréquentais pas, je le suivais. Parce que j'habitais dans la rue et lui, c'est un marcheur. Quand il veut faire un film, il fait que errer, il fait que marcher. Mais quand on le voit marcher comme ça, il est en train de travailler sur un film. Et moi, je le suivais. Ça dit que je ne marchais pas à son niveau. Parce qu'il n'était pas mon petit copain, il n'était pas mon fiancé. Je le suivais. Donc, il était devant et moi, j'étais derrière. Et je l'ai suivi comme ça, dans cette errance. Il passait rue Félix-Faure, c'est pour ça, dans rue Félix-Faure, Djibril est si présent. Parce qu'Aminta Fall, la comédienne, habitait la rue Félix-Faure, faisait des brochettes, des trucs comme ça. Il passait rue Jules Ferry, il passait au marché Kermel, vers le port. Il connaissait les gens dans les gargotes, il connaissait tout le monde dans le plateau, toutes ces petites gens, tout partout, Djibril, et lui comme un seigneur, il avançait comme ça. Donc lui, ce qui m'a influencé, c'est que l'écriture, c'est une errance. Ça doit être une errance. C'est pas quelque chose de figé. Ça doit être une dynamique. L'écriture, c'est l'errance, l'écriture. Alors que d'avoir habité dans la maison, c'est mobiliser des énergies. Donc pour écrire, il faut un espace, il faut des ouvertures, il faut que tous les sens qui sont ce qu'il faut mobiliser, c'est mobiliser les sens, les oreilles, les yeux, l'odorat, le goût, le toucher, parce que tout ça, même là nous sommes en train de parler, mais on entend des bruits dans la nuit, il y a des grillons, il y a des oiseaux, on entend dans les fleurs là, comme des petits insectes de la nuit qui font... qui remuent leurs ailes et ça crée, vous voyez, ça nous entoure. Et ça, c'est pour moi, dans le cinéma et l'ensemble de la mobilisation de toutes ces énergies, dans l'écriture, c'est que tous les sens soient mobilisés pour percevoir l'endroit où on se trouve en train d'écrire. Parce que ça aide à ouvrir l'écriture dans cette forme d'errance et à l'enrichir de tout ce qu'on perçoit comme ça. Et donc, c'est Djibril Diop Mambéty surtout m'a influencé dans son errance à reproduire, à essayer de reproduire dans mon écriture cette démarche de lâcher l'écriture pour qu'il y ait... parce qu'il y a tellement de possibilités d'ouverture, de se retrouver. Je ne bloque pas l'écriture. En fait, quand je crée des personnages, je n'écris pas, je suis les personnages. Et ça, c'est une influence de Djibril Diop Mambéty. Tu n'écris pas, mais tu suis les personnages. Oui. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Oui, c'est-à-dire que quand je veux écrire quelque chose, s'il y a des individus qui doivent, des personnages, parce que les personnages, ce n'est pas seulement des êtres humains, les lumières, comme je dis toujours. Par exemple, quand je vais écrire un livre, je vais dire, ça se passe quel moment? Donc c'est déjà un personnage. Quel moment? Oui. Principalement, l'histoire va se passer. Premier personnage. Second personnage, la couleur du livre. Est-ce que le livre se passe dans un décor d'hivernage, de fin d'hivernage, tout est vert, il y a encore de la verdure, il y a encore de l'herbe verte, ça sent encore la terre mouillée, parce que ça aussi, ça apporte des sens, de la sensualité, ça crée même ça suscite des désirs, il y a une excitation qui contribue aussi à stimuler le cerveau. Donc après le personnage du temps, de la couleur du livre, il y a les personnages maintenant physiques, comme il y a même, avant même d'aller chez les êtres humains, il y a le lieu. Ça se passe où? Ça se passe dans la rue, ou ça se passe dans une seule pièce, ou bien c'est dans l'errance.
Mais si c'est dans l'errance... Un peu comme au cinéma. À chaque fois, il faut donc c'est une... J'allais même maintenant, si on devait comparer la littérature, l'écriture d'un roman et un film, et même, je vais ajouter, à faire la cuisine. Si j'aime faire la cuisine aussi, c'est parce que la cuisine, c'est une écriture. Exactement. Donc, et dès que j'ai campé tout ça, et que j'ai trouvé le rythme, le son du livre et les personnages, dès que tout est campé, quand je les installe et que la machine est lancée dans une action, mais l'action, c'est le prétexte d'écriture qui m'a poussé à écrire. Quelque chose m'a interpellé. Ça m'a touché et je veux en faire un livre. Comme j'ai tout campé, eh bien, je mets la machine en marche avec ce prétexte d'écriture. Et là, dès qu'ils sont lancés, moi, les yeux fermés, Oui. je suis les personnages. D'accord. Et c'est comme ça que plus ils développent, et ils veulent aller dans tel sens. Je dis, pourquoi pas, je les suis. Donc, je les suis. Et ça me facilite non seulement l'écriture, parce que je suis les personnages, mais je suis entraînée aussi par le rythme du livre que j'avais déjà identifié. J'ai identifié les lumières, j'ai identifié la couleur. Donc, mais ça, peut-être c'est aussi une influence de Djibril Dioma Mbété, parce que lui, il pouvait errer 1 an, et puis tout d'un coup, il disparaissait. S'il disparaît, si pendant 1 mois, 2 mois, on ne l'a pas vu, c'est qu'il est en train de faire un film. Wow. Et moi, donc, pendant 6 mois, je peux errer dans mon imagination en faisant la vaisselle, sous la douche. Et dès que je m'installe pour écrire, c'est bon. C'est parti. D'accord. Moi, je m'intéresse beaucoup au processus d'écriture. Et c'est parti. Et j'ai remarqué pendant ce festival que vous avez un livre pour chaque histoire. Vous commencez à raconter quelque chose et vous dites, ah, par exemple, c'est dans ce livre que je développe ça, ça et ça. Donc, est-ce que chaque livre, en fait, renferme un pan de votre imaginaire? Ou est-ce que chaque livre, les livres composés ensemble constituent la mosaïque de votre vie? Ou c'est juste de la création et de l'imaginaire? Je pense que en me préparant à un livre, il y a une partie de mon imaginaire qui est mobilisée. Parce que c'est vraiment une mobilisation d'énergie, de ressources. Donc, c'est mon imaginaire maintenant qui me permet de mettre en place, ou une partie de ma vie, qui me permet de mettre en place le livre. Et quand je crée maintenant les personnages, même si c'est des personnages fictifs, mais c'est à travers quelque chose, si c'est quelque chose qui me touche de personnel, mais je dois camper ça dès le départ. Maintenant, lâcher les personnages et les suivre, ça me permet d'atteindre en moi les zones qu'inconsciemment j'occultais. Parce que je n'avais pas le courage de moi-même d'en prendre conscience et de le reconnaître, et de l'admettre, et de l'accepter et de l'assumer. Donc, je crée des personnages fictifs qui osent maintenant fouillasser carrément dans mon subconscient, dans ma conscience, allez dire que tu caches là, nous on le sort. Donc, je les utilise pour sortir ce que je bloque quelque part inconsciemment en moi. Et c'est peut-être en cela que la littérature est un jeu de dupes. Parce que aussi bien l'écrivain que ceux qui le ou la lisent veulent aussi être dupés. Absolument. C'est comme ça que c'est un jeu de cache-cache. C'est un jeu de cache-cache. Il faut que les deux parties soient, je pense, ouvertes à cette possibilité, conscientes dès le début. Voilà. C'est là les règles du genre. Et puis, ça se passe très très bien. Exactement. Pareil pour le cinéma. On va voilà. voir un film et on est préparé à être captivé, à mordre à l'hameçon. À mordre à l'hameçon. Voilà. C'est-à-dire on est préparé à ça. Et moi, je trouve, en tout cas, pour moi, l'écriture, la littérature, c'est vraiment ça. Et je me rends compte parfois quand je me relis, ou quand
le livre est parti, que un jour je lis des pages parce que j'ose jamais me relire pour ne pas me rendre compte du jeu et le jeu que je jouais en jouant cache-cache et tout ça, en écrivant le livre. Et parfois j'ouvre comme ça par hasard, je dis c'est moi qui ai écrit ça. Ça dit tout d'un coup, je retourne encore m'enfermer dans ma coquille en disant ah oui, et je dis oh là là, mon Dieu. Parfois je relis avec admiration en me disant oh dis donc, tu es capable de ça, de dire ça, ah, toi tu peux dire des choses comme ça. Parfois je me dis oh là là, peut-être que et puis je dis oh, donc en même temps... Oui, on s'émerveille à se redécouvrir. Voilà, mais tout en n'ayant pas le courage de dire je relis tout. C'est pour ça que moi, quand un livre est sorti là... Ça ne nous appartient plus. Je me cache même du livre, je ne veux pas le relire. Je ne veux plus le... Et parfois, en cachette, j'ouvre une page, comme ça par hasard, je lis toute une... Oh là là, et je referme. Parfois avec... un émerveillement, parfois aussi plus de l'émerveillement en me disant, comme quelque chose qui me stimule, en me disant, mais si j'ai pu atteindre ce niveau-là, peut-être que je peux aller, je peux pousser. Exactement. Mais pour le faire, il faut que je me remette à écrire. Exactement. Et alors, comment arrive-t-on à durer aussi longtemps sur le fait, en fait, de la scène littéraire? Combien d'ouvrages? Comment arrive-t-on à durer aussi longtemps? Bon, moi, est-ce que, je veux dire, si Ken Bougoun n'était pas écrivaine, qu'aurait-elle être d'autres? Oh, 10 000 choses, hein. J'aurais pu être vendre marchande, commerçante au marché. J'aurais bien aimé avoir un commerce, vendre au marché. Le marché, j'aime. Parce que j'ai mon étalage, il y a les gens qui passent, je bavarde, j'aime être avec les gens, etc. Une boutique, qu'est-ce que j'aurais aimé faire? Du stylisme, de la couture, parce que j'aime quand j'étais au lycée, à Malixi par exemple, à Thiès, j'étais la couturière du quartier du 10e. Ah bon? J'avais pas de machine, mais j'avais mes ciseaux. Donc les grandes dames apportaient leurs tissus, et sur la table sur laquelle j'étudiais, j'enlevais tout, et je posais le tissu, et je leur coupais tout le tissu. Wow. Elles amenaient seulement chez le tailleur pour passer le fil. Et parfois, si quelqu'un me commandait un habit, j'ai même cousu une robe de mariée à l'époque, j'ai vendu 50 000 francs CFA, et je l'ai entièrement cousu à la main. Donc ça m'aurait plu, le stylisme. Et les tissus, la fabrique des tissus, ça peut-être que il y a des gens qui ont travaillé sur le fil dans l'œuvre de Ken Bougoun. Je crois que c'est un prof en Suisse. J'ai pas son nom, je l'avais rencontré à l'université de Toulouse, comment on appelle, le Mirail, à Toulouse. Et moi, je ne savais pas, c'était même un colloque sur Djibril Dioma Mbéti. On m'avait invité à cause de rue Félix Faure. Et cette dame qui travaillait sur Djibril Dioma Mbéti, qui travaillait sur Ken Bougoun, avait été invitée, une jeune dame, hein, comme toi, quand on les voit comme ça, toute mignonne là, d'une puissance elle aussi. Et moi, je dis, le fil, qu'est-ce que le fil? La trame du fil, le fil est toujours présent, parce qu'il y a toujours un pagne, il y a toujours un fil, le pagne. Et ça, je dis, quand j'entends ça, je dis, ah, mais moi, je ne m'en rendais pas compte. Mais ma mère, que je n'avais pas beaucoup connue, était une teinturière. Elle travaillait le tissu. Et donc, j'ai toujours vu chez elle des tissus, des indigos, des pans de tissu partout, sa chambre, il y avait des balles de tissu, etc. Et le peu de temps que j'ai vécu avec elle, elle me demandait toujours de lui écrire ce qu'elle avait travaillé, l'argent, les gens qui avaient commandé, combien c'était, etc. Et
Et de voir tous ces tissus, je crois que c'est quelque chose... D'ailleurs, même, je crois, dans le reportage, j'ai un tissu de ma grand-mère qui a plus d'un siècle, ce tissu. Qu'il est dans ma famille, ça date du 19e siècle et tout. La matière du tissu. Donc ça, j'aurais pu travailler dans le tissu. Et là, j'ai une grande collection. Je commence à donner, mais je crois que je vais arrêter de donner. Parce que je voulais donner ça à l'IFAN, parce que la galerie 19M, et il y a 2 professeurs de l'université qui étaient venus. Et il y a un qui m'a dit, mais non, on peut faire une exposition à l'université et puis essayer de mettre ça dans le patrimoine de l'université aussi. J'ai dit, en tout cas, que je donne, parce que je voulais ouvrir un musée du textile. Donc j'ai collectionné beaucoup de tissus partout à travers le monde. J'ai des tissus qui viennent de Malaisie, d'Indonésie, de Nigeria, etc. Donc j'aurais pu faire. Mais si je n'avais pas écrit, par exemple, j'aurais aimé être une danseuse. Waouh! Oui. J'avais plein de capacités et puis j'étais très douée en dessin. Oui. Donc quand j'étais en 6e, 5e, 4e au lycée, les gens me donnaient des photos d'eux-mêmes, de leurs parents, et je reprenais ça au crayon, en dessin. J'étais très très douée pour le dessin. Donc j'aurais pu faire, comme moi j'ai pas été éduquée, tous mes sens, toute ma tête était prête à tout apprendre, à tout connaître, à tout faire pour m'en sortir, pour survivre. Donc c'est pour ça que chaque fois je dis je sais tout faire. Parce que l'idée c'était que dans la vie il fallait que je trouve les moyens de m'en sortir, quoi. Donc ça m'a ouvert toutes ces portes-là. Mais de rester au fait, je ne suis pas au fait parce que je ne me rends pas compte, parce que d'écrire des livres, j'en ai pas fait un métier. C'est-à-dire que ça fait partie de ma vie. Une fois, on m'avait interviewé, ton métier, je dis non, mon métier n'est pas d'écrire, mon métier c'est de vivre. C'est ça mon métier. Moi, mon métier c'est vivre. Et dans ce vivre-là, il y a les livres. Mais il n'y a pas que ça. Voilà, donc je suis toujours prête à m'engager dans plein de choses autres que l'écriture. Et puis je vous demandais, est-ce que vous avez, à part l'écriture, d'autres projets artistiques qui ne sont pas de l'écriture? Bon, tout est écriture, hein. L'art c'est écriture, la sculpture c'est de l'écriture, etc. Là, ce que j'ai comme projet, enfin je reprends un projet. On m'avait demandé, mais c'était pendant la période du Covid. Donc, quelqu'un avait assisté à une de mes conférences à l'Institut français. Et sur la question identitaire. Et moi, j'ai dit, ce n'est pas quelque chose d'acquis. On ne peut pas, même à 100 ans, s'identifier. Que l'identité, c'est une construction. Ça évolue. Avec les acquis, avec les expériences. Donc, on se construit tout le temps. Mais l'identité n'est pas figée. Et il y avait quelqu'un dans le panel qui disait que non, qu'il faut s'affirmer, dire voilà, moi je suis ça, et puis s'identifier par... J'ai dit moi, non. Moi je me construis. Il dit, ah, mais vous êtes sénégalaise. Mais ça, je dis, parce que je suis née ici, on m'a déclaré ici, on m'a donné une pièce. Je peux aller vivre en Australie, on va me donner une nationalité australienne. Ou ça. Vous n'allez pas dire que c'est mon identité. Je me construis à chaque fois, etc. Et j'ai parlé du mouvement du Tchalewere. Et le Tchalewere, c'est un vent. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de... C'est un tourbillon okay. qui part d'un point. Et qui tourne autour de ce point, mais en élargissant les cercles et en montant. Non seulement ça élargit, mais ça monte. Et donc je dis, je suis née, je suis là. Et de là, je tourne, mais tout en tournant, et je monte. Et plus je monte, plus tout ce qui est lourd tombe. Et ça permet d'enlever toutes les pesanteurs, de ne garder que l'essentiel. Et le Tchalewere, il monte jusqu'à être un point comme ça. Et puis il se déplace, il s'éloigne parce qu'il est tellement léger. On l'aperçoit au loin, il est parti des kilomètres, il va très vite. Et de ce mouvement du Tchalewere,
j'ai parlé de la construction identitaire. Et quelqu'un qui venait d'Europe, qui était dans la salle, a voulu m'a retrouvé au restaurant de l'Institut français. Il me disait vraiment la manière dont vous avez parlé de ce mouvement en parlant d'identité, on serait intéressé en France pour faire une chorégraphie. Ah bon? Donc j'avais demandé une résidence d'écriture à l'Institut français de Saint-Louis. Malheureusement, le Covid est venu. Un des chauffeurs de l'Institut a attrapé le Covid. On a fermé l'Institut et on est parti. Et donc, et puis finalement, le Covid, ça a fait un peu des ravages dans l'organisation des choses partout dans le monde. Tout a été un peu désorganisé. Mais moi, j'ai gardé le projet. Et j'ai dit, il faut que je trouve, avec l'École des Sables ou avec des chorégraphes, ici au Sénégal, qu'on monte une chorégraphie. Parce que ça ne va pas être quelque chose d'écrit, c'est une chorégraphie. Je veux que des danseurs fassent ce truc de Tchalewer sur la quête identitaire et monter cette chorégraphie. Et quand j'en ai parlé, il y a Laura de l'ONG Hahata et son hérissage de Gandiol qui me dit que mais qu'à Gandiol, qu'ils connaissent des gens qui sont dans la danse et qui ont du talent, qui seraient intéressés. Je dis, moi, j'avais dit, j'allais voir Germaine de me mettre en contact avec les gens ou son fils de l'École des Sables pour... donc, il n'y a pas que l'écriture. Même si c'est une écriture, mais je veux maintenant que ça soit... plus aérien. Voilà, que ça monte. Ouais. En tout cas, nous tenions à vous dire que ça a été un plaisir de partager ces quelques jours avec vous et aussi de nous projeter sur les jours à venir. Qu'est-ce que vous inspire en guise de clôture le thème de l'atelier d'écriture, intersection, Célébéyon? Qu'est-ce que ça vous inspire? Oui, Célébéyon, parce que vous savez, Yon, c'est le chemin. Célèbre, en fait, si on dit célèbre, c'est comme un sillon où on veut planter des trucs. On trace le sillon, on met les graines, mais on les remet encore. Parce que dans célèbre, il y a un mouvement. Il y a un mouvement dans célèbre. Yon, c'est le chemin. Donc le chemin se poursuit. Le célèbre maintient que c'est pas seulement un chemin tracé, c'est un chemin qu'on continue à tracer sur ces traces pour qu'il mène là où on veut qu'il nous mène, parce qu'on a un objectif, etc. Sinon, si on le laisse aller tout droit, il peut s'arrêter devant le mur. Et les échanges que j'ai eus avec les jeunes participants, qui ont déjà des textes, mais qu'on n'a pas encore lus. Mais d'après les discussions et la manière dont on va échanger, parce que on va échanger les textes, tu as écrit un texte, mais c'est quelqu'un d'autre qui lit ton texte, qui le commente, qui le corrige, qui apporte des commentaires, des annotations pour que tu le reprennes. C'est comme s'il y a des croisements de perspective. Et je trouve cette dynamique que sur 3 jours, ça peut vraiment sortir quelque chose d'absolument fabuleux. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous parler. C'est moi qui te remercie d'abord pour l'invitation, te remercier pour m'avoir permis de rencontrer toutes ces personnes inspirantes. Pour pomper, comme vous aviez dit, pour pomper de leur énergie. J'ose pas trop le dire, mais en fait, c'est pour les... On n'est pas loin du port de Ndayane qui va pomper notre sang. Malheureusement, notre sang. Mais moi, je vais pomper l'énergie pour qu'ensemble, on puisse... continuer à faire de la résistance pour un monde meilleur. De la résistance en étant heureuse. Ah oui, pour un monde meilleur. Voilà, pour le monde meilleur. Merci infiniment. C'est moi qui te remercie, Ramna. Je te remercie pour tout. Merci beaucoup. Merci.